Elle est bonne, sa paire. Bonsoir. Là-bas. Ah, ça trinque ici, ça trinque là, toutes les bagues, on en veut là aussi. Ça va. Ça va pas. Là, je voulais que je faire un double check. Agressivité. Ouais, mais non, c'est le double check. tu sais. C'est Elle est bonne, sa paire ici, vous le savez. On a fait une belle émission actu la semaine dernière. Merci pour vos retours d'ailleurs. On aime quand il y a des retours comme ça. Cette semaine, petit dossier qu'on va ouvrir. Ça fait longtemps qu'on veut ouvrir ce dossier. On va parler des NFT. Des NFTs. Comme disent les Américains, ils disent comme ça. Comme on est un peu perdu, pas tous, et il me fusille du regard. Non. Non. Ouais, je t'écoute. T'es un peu dedans, c'est vrai que ça fait longtemps que tu nous en parles. On s'est dit un jour ou l'autre, va falloir qu'on décrypte tout ça. Va falloir qu'on en sache un peu plus. Je sais que même vous, là, derrière l'écran, vous êtes un peu du père. On veut en savoir plus. Pour en savoir plus, on avait besoin d'un professionnel du NFT, d'un intervenant. On l'accueille ou pas? Il y a la place qui est libre là. Ouais. Messieurs, eh oui, on applaudit les invités ici. Bonjour. Venu avec sa petite vodka. Théo avec nous, ça va Théo? Ça va très bien et vous? Cool, Merci très pour bien. l'invitation déjà. Ben, merci d'être là, tu vas nous éclairer. T'es là pour ça, on va essayer, t'appeler en tout cas. l'éclaireur aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi j'ai fait du développement produit dans plusieurs maisons de mode pendant plusieurs années et là récemment ça fait 2 ans et demi, 3 ans que mon métier c'est de faire des produits virtuels. Ok. Et donc ce qui est intéressant c'est pourquoi maintenant, comment. Donc moi je suis spécialiste du produit virtuel prêt à porter. Ok. Tu le fais pour le compte de qui? Je le fais pour des grandes maisons. Ouais. On peut citer les On peut les citer noms ceux pour qui je travaille plus aujourd'hui. Ok. Donc on peut citer Balenciaga, mais on peut pas citer ceux pour qui je travaille aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, ils me payent pas pour aller D'accord. donner mon avis sur des sujets, ils me payent pour faire quelque chose Ok. tu vois, factuel et je le fais la journée. Et quand j'ai du temps, je vais défendre un peu ce qu'est mon métier et pourquoi c'est super important pour la fashion, parce que pour moi c'est super important pour la fashion, ça a des grandes implications. Et Alors du coup, faites gaffe pour les parce que vous sneakers, dites Théo il a un couteau sur lui à tout moment et il vous déclenche. Je vous le dis hein. Moi, j'ai un sabre là-bas caché. Ah, c'est cette image que... Non pas du tout. Non, vas-y non parce que t'as dit je suis là pour défendre. Non, mais parce que ça a des lourdes implications sur ce qui est mon métier à moi, qui est la mode et le développement de produits en prêt-à-porter, mais ça s'applique aussi aux sneakers. Et je suis content d'avoir l'opportunité de défendre ces idées-là ici, Bah, et aussi ailleurs. On est content de t'avoir parce que c'est vrai que on entend plein de choses. Toi le premier, j'imagine que tu entends des trucs des fois qui te font bondir quand on parle des NFT. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer tout ça. Ouais, On t'a mis sur le canapé de celui qui est le... Ah non, moi, je suis Le plus spectateur aguerri. aujourd'hui. Non, moi, je suis consommateur. Non, mais déjà, je suis content de voir que Camille est là parce qu'elle avait dit un peu. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Moi ça m'intéresse pas, je le dis encore, hein, vraiment ça. Non, mais ça faut ne- qu'il y ait Je vais cette t'écouter discussion-là. vraiment, Moi, je suis mais pas ça ne prosélyte, je viens m'intéresse pas pas. défendre. Bah, je viens là pas t'as le défendre canapé de truc. ceux qui pour l'instant ne comprennent Les pas en tout cas. réfractaires. Ouais voilà, Voilà. les Voilà. réfractaires. Non mais peut-être Ceux qui comprennent pas. Non, ceux qui comprennent pas, je préfère dire. ouais si tu veux. Bah oui. Ouais, Pour l'instant ouais. tu comprends pas. Après Ah, tu on pourras commence dire. à Après mettre cette un peu émission tu d'eau pourras dans dire le si tu De comprends toute façon ou pas. j'écoute, c'est sûr j'écoute. Alors donc bon, on a bien compris, toi tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Moi j'aimerais bien qu'on revienne au début en fait. Ouais, c'est ça. La mode et les NFT. L'histoire. Avant ça, il faut parler d'autre chose. Les jeux vidéo. Il faut parler du gaming. Parlons des jeux vidéo en premier Archi alors. important parce que ça va permettre petit à petit de répondre à la question que tu avais laissée en suspens la dernière fois. C'était comment on crée de la valeur avec ça. Ouais, Parce que c'est ça la vraie question. clairement. C'est que le but, c'est pas juste de citer des milliers de dollars qui sont dépensés à droite à gauche, parce que est-ce qu'on crée de la valeur ou est-ce qu'on déplace de la valeur, et c'est ça le sujet. Donc il faut parler du gaming. Pourquoi tout ça, ça se passe maintenant? C'est parce que ça fait environ 30 ans que se développe et grandit une culture à l'intérieur de la plus grande culture, qui est la culture du gaming. Je pense qu'on a tous grandi dedans, plus ou moins. Ou alors notre entourage, on a connu depuis qu'on est petit, il y a eu les DAOC, il y a eu les World of Warcraft, il y a eu les CS 1.6, il y a eu les CSGO, il y a eu Source, il y a eu Go, il y a eu les League of Legends, plus récemment il y a eu les Fortnite. Tout ça, c'est des expériences que l'on vit une partie de notre journée. Et comment ça a un impact sur le reste du monde, et en particulier ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la mode, ça se passe à 2 niveaux. Ça se passe au niveau de la consommation et ça se passe au niveau de la production. Au niveau de la consommation, ça nous a donné une information super importante, c'est que le client, il est susceptible de dépenser de l'argent, enfin le client, nous, on est susceptible de dépenser de l'argent dans des choses totalement virtuelles. À tel point qu'aujourd'hui, le business model dominant dans le gaming, c'est un jeu qui est free-to-play, mais qui se rémunère par des microtransactions de contenu additionnel qu'on appelle des skins.
qui vont te permettre de changer ton apparence dans le jeu, donc de t'habiller, si on doit dire ça autrement. Donc ça, c'est un premier élément important, parce qu'à partir du moment où le client il est susceptible de dépenser de l'argent là-dedans, ça veut dire que ça existe. La dernière fois, quand vous parliez des chaussures artefacts et tout, vous disiez ouais, ça n'existe pas. En fait, à partir du moment où il y a une transaction, ça le rend existant. On parlait du côté physique de la chose, ça n'existe pas physiquement. Non, mais le dollar, il a le lien avec tout ce qui constitue notre monde physique. Tu vois, genre physiquement, je passe du temps C'est pas au travail. palpable en tout cas. C'est pas palpable. Là, tu mets le doigt sur un truc. Mais du coup, c'est la première information qui ressort de ces 30 ans de culture gaming, c'est qu'on peut dépenser de l'argent dans des choses pas palpables. Quand tu travailles dans la mode, tu le sais déjà parce que tu sais que tu vends un logo, pas un produit. Et tu sais déjà que tu vends du pas palpable quand tu fais de la mode. Mais là, c'est vraiment factuellement, tu regardes le chiffre d'affaires d'Epic Games, ça va chaler, c'est Fortnite, 5 milliards de dollars en moyenne. Ces mecs-là, leur jeu, il est gratuit. L'argent, il vient d'où? Il vient de transactions de skins. Donc en fait, ça existe. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le côté consommation. Et le côté production, c'est qu'en fait, pendant toutes ces années, c'est développer une génération de professionnels dont le métier, c'est de marketer ce type de produits, qui sont des produits digitaux. Et donc ces gens-là, que ce soit du côté consommation ou du côté production, les deux savent que pour autant que cette consommation existe et qu'elle soit en croissance, à ce jour, elle est encore très bridée, pour plusieurs raisons. Elle est bridée parce que on ne sait pas ce que ça veut dire de posséder un objet virtuel. On va voir, ça c'est là où les NFT interviennent juste après. Et elle est bridée aussi parce qu'il n'y a pas d'intercompatibilité. Ça veut dire que je vais m'acheter un truc dans LoL, je ne peux pas l'utiliser dans Fortnite. Je vais m'acheter un truc dans CS, je ne peux pas l'utiliser dans Code. C'est un problème, c'est comme si moi j'achetais une putain de paire de shoes à Paris, et je vais à Marseille, je suis pieds nus. C'est relou, tu vois. Donc en fait, ça bride à mort la consommation d'assets virtuels, premier élément. Et deuxième élément, c'est définir ce que c'est la possession d'un asset virtuel. Et là, c'est là que les NFT, ils entrent en jeu et ils apportent un élément de réponse. Et c'est pour ça que ce soit client ou producteur, ils s'intéressent des deux côtés au NFT, parce que pour ce qui est des clients, ça leur donne une façon de posséder. Et pour ce qui est des retailers, ça leur donne une façon de vendre. Ok, alors là on a abordé le thème du NFT, c'est la première fois que tu prononces le mot. Pour ceux qui sont vraiment novices, on peut rappeler ce que c'est qu'un NFT? Est-ce qu'on fait un rappel sur la blockchain ou flemme? Si, bien sûr. Ouais, je pense que c'est un peu. Oui, je pense que c'est l'un des éléments importants quand même du NFT. Tout parle, c'est la base, donc ouais, bien sûr. Et puis de toute façon, ça peut être résumé simplement. Il faut imaginer qu'une blockchain, il en existe plusieurs. La plus connue, c'est Bitcoin. La deuxième plus connue, c'est Ethereum. Et on va plus parler d'Ethereum parce qu'on peut échanger du NFT sur Ethereum, on ne peut pas sur Bitcoin. Et donc une blockchain, il faut l'imaginer comme un carnet comptable dans lequel on écrit des transactions à la chaîne. Et ces transactions-là, elles sont pas modifiables, elles sont sécurisées et elles restent pour l'éternité, c'est-à-dire conceptuellement, c'est-à-dire que tant que le programme tourne, ça reste observable par tout le monde. Et donc le NFT là-dedans, c'est un token. Donc la différence entre le coin, le Bitcoin ou l'Ethereum qui est un coin, c'est que le coin, c'est une somme qui est échangée sur la blockchain et qui est native, et le token, c'est un truc qui a été programmé pour pouvoir être échangé sur la blockchain comme support. Donc un NFT artefact, c'est un token qui circule sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Donc, et le NFT, lui, si on en vient à parler du NFT, c'est un smart contract. Donc c'est un contrat qui récapitule qui le vend, qui l'achète, pour quelle somme. Il y a plusieurs cases à cocher pour éditer un NFT. Il faut avoir un titre, une description, une image de preview, un contenu additionnel, un contenu débloquable, des liens externes. Donc en fait, c'est un petit programme qui référence des éléments qui sont hébergés sur Internet. Et après, on va voir quels usages en font les marques. Mais là où ça fait lien avec ce que je disais avant, c'est que finalement, pour l'échange de biens virtuels, ce qui est super important, c'est que ça crée la notion de possession de ce que c'est un bien virtuel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as acheté un couteau sur Counter-Strike, il se passe quoi le jour où
plus personne joue à Counter-Strike, tu vois. Il existe que à l'intérieur du jeu, ce truc-là. Donc lui, le NFT, c'est ça qu'il crée de super important, c'est qu'il définit ce que c'est la possession d'un asset virtuel et il donne l'infrastructure pour le marché secondaire pour que les échanges aient lieu et la valorisation se fasse par l'offre et la demande. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pour cette partie-là, c'est très clair. Camille, est-ce que tu as des questions là-dessus ou tout va bien? Tout va bien pour l'instant. Quand est-ce que ça arrive dans la mode? Ça arrive dans la mode avec les skins. Si tu veux parler vraiment de ce que c'est la mode, c'est qu'à partir du moment où tu vas dépenser de l'argent pour changer ton apparence esthétique, et uniquement esthétique, c'est-à-dire que le skin ne va pas avoir d'impact sur tes compétences dans le jeu, c'est un acte d'achat de mode déjà de base, parce que ça remplit les mêmes fonctions qu'un acte d'achat de mode dans le physique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on achète une paire, puis une autre, c'est pas pour marcher. Parce qu'à partir de la première, cette fonction, elle était remplie. C'est pour se mettre à jour sur les tendances, c'est pour faire preuve de style, c'est pour construire des silhouettes, c'est pour envoyer telle image, j'appartiens à tel crew, c'est au contraire pour se différencier, je ne suis pas de tel clic. Et donc la mode, c'est ça, c'est beaucoup de symboles. Et ces fonctions symboliques-là, elles sont remplies déjà dans le virtuel depuis que les skins existent et s'échangent. Et de l'autre côté, la fashion, elle s'en moque, pour pas dire autre chose, de savoir comment on s'habille dans les jeux. Tu vois, moi, un grand sujet que j'ai avec les stylistes, c'est ça te rend pas ouf. T'es trop content quand tu vois des gens qui portent les chaussures que t'as fait. Ça te rend pas ouf. Les gens, ils rentrent chez eux, ils vont faire des Call of Duty toute la nuit. Ils ont zéro possibilité, ne serait-ce que d'acheter un truc de ton design, tu vois. Et donc moi, mon travail, c'est de traduire leur métier en polygone pour leur montrer. Mais en fait, tu vois, genre, ton design, il existe en fait en 3D. Donc pourquoi il n'est pas sur Call of Duty? Pourquoi il n'est pas sur machin? Pourquoi il n'est pas sur truc? En fait, moi, j'essaie de maintenir le lien avec le gaming parce qu'il permet d'expliquer beaucoup de perception de richesse, perception de valeur. Tu vois, si on prend le temps tout à l'heure de parler de Stephen, c'est l'aspect ludique du gaming qui est apporté sur un produit qui est finalement totalement autre chose. Bah allons-y, tiens. Parlons-en parce que je voulais qu'on parle en plus des exemples de marques qui s'associent justement à des développeurs de NFT. C'est justement la question que j'avais relevée et que tu avais relevée aussi tout à l'heure au début, c'est ok, j'achète un truc, j'achète une chaussure ou comme un skin dans une application, mais derrière ça va me rapporter de l'argent. Comment? Donc là on parle de Stephen et ASICS. Ouais, ASICS, ils ont designé des paires qui seront dispo dans l'appli Stephen. Et ces paires ne sont pas des paires que tu portes, ou plutôt, ne sont pas des paires que tu enfiles, sont des paires que tu actives quand tu te déplaces et qui vont avoir un impact sur combien l'application te rapporte quand elle tourne pendant que tu marches ou pendant que tu cours. Ce qu'il y a derrière ça, c'est des tokenomics, c'est genre des économies de tokens qui rendent le truc ludique, addictif en fonction de comment tu regardes la chose. Mais en tout cas qui permettent aux utilisateurs de s'impliquer financièrement dans ce qui est finalement un jeu. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça cette catégorie du GameFi, tu vois, Game Finance, tu vois. Mais en fait, c'est parce que c'est à mi-chemin entre plusieurs univers. C'est un jeu, tu vas y passer du temps, c'est ludique, tu vas faire évoluer ta sneaker, elle a des stats qui vont avoir un impact sur combien tu gagnes. Elle va avoir des cooldowns, tu vas pas pouvoir courir avec plus que tant de temps par jour, il va falloir attendre la journée d'après, à moins que tu aies telle collection au-dessus de 30 paires, tu vas pouvoir courir 100 minutes par jour, tu vois, c'est tout un truc qui a l'aspect d'un jeu, mais derrière ce qu'il y a, c'est du trading de crypto, mais ludique. Tu vois, c'est pas du trading de crypto, genre je vais miser et je vais attendre de voir comment ça se passe, c'est je mise et en même temps je fais grandir mon portefeuille parce que telle action que j'ai dans le jeu fait apparaître de la monnaie. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu gagnes? En fonction de quoi? Je sais pas, tu marches une journée, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes une des deux monnaies qui existent dans le jeu qui s'appelle le GST, qui est un coin, qui est une crypto-monnaie, qui a un cours, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux l'échanger contre du dollar. Camille, qu'est-ce qui fait que tu t'y retrouves pas du tout, toi? Dans ce genre de, par exemple, ce genre d'app, de jeu Bah voilà, parce que moi j'estime que même si j'ai de l'argent pas dont j'ai besoin nécessairement là tout de suite, je vois pas pourquoi j'irais le foutre là-dedans, quoi. C'est tout. C'est hyper personnel, hein. C'est moi mon argent, je préfère le garder vraiment pour. Après, je suis consommatrice, genre moi-même à acheter des trucs, des add-ons et tout sur des jeux, le jeu là auquel je joue tout le temps sur iPhone et tout, j'achète des vies et tout, tu vois.
Mais non, c'est tout le concept de posséder un truc qui est pas palpable, comme tu le dis. Moi, ça me dépasse complètement, quoi. Ça, je le comprends plus pour de l'art, par exemple. L'autre utilisation des NFT qui sont en dehors du gaming, mais qui fonctionnent tout seuls, c'est l'art. Ou alors les sneakers, comme on en parle avec StockX Vault, etc. Mais ça, je le comprends parce que c'est l'évolution de l'art, en fait. C'est la dématérialisation de l'art, quelque part. Avec aujourd'hui, peut-être justement pour les gens qui ont encore un lien nécessaire avec la réalité, des boîtes qui créent des cadres digitaux où tu peux mettre ton NFT, enfin tu peux afficher ton NFT si tu as besoin de ce truc un peu physique, tu vois. Pourquoi pas? Mais c'est la dématérialisation de l'art, donc ça je le comprends. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi il y a autant d'engouement sur du NFT. Pourquoi est-ce que un truc tout pixelisé de Murakami se vend 10 fois plus cher que ses œuvres physiques, tu vois, par exemple, en 30 secondes. Qui met cet argent-là? Pourquoi? En espérant quoi derrière? C'est des trucs que j'arrive pas à capter. Il y a plusieurs aspects, encore une fois, c'est multifactoriel, mais le NFT derrière, et c'est un truc qui est dans le Web3 qui est assez fort, c'est tu fais une promesse, tu vois. Et en fonction de ta capacité à tenir tes promesses, ça valorise tes biens précédents. Et du coup, ça crée une rentabilité pour ceux qui étaient tes fans de la première heure. Premièrement. Et deuxièmement, cette rentabilité-là, elle va attirer des traders. Donc il y a un truc qui s'auto-alimente et qui grossit des choses qui ne devraient pas être si grosses. Donc c'est ça aussi, quand tu vois les prix de vente des trucs artefacts, forcément qu'il y a des gens qui vont venir, qui sont là parce que ça fait x2, x5, x10, forcément. Mais à la fois, c'est tant mieux pour qui? C'est tant mieux pour les early adopters qui sont là pour le produit. Ouais. Parce qu'en fait, eux, ils sont devenus millionnaires alors qu'ils ont 15 piges et qu'ils ont juste acheté un pigeon il y a 2 piges, un pigeon virtuel, en mode « Ah, c'est cool, un pigeon virtuel ». Aujourd'hui, il y en a qui sont devenus millionnaires sur ça. Et s'ils sont devenus millionnaires sur la base de gens qui sont venus parce qu'ils voulaient faire un billet, tant mieux, tu vois. Je crois que c'est même ça qui me dérange le plus, en fait. C'est tout l'aspect financier, spéculatif qui est derrière qui me pose problème, en fait. Tu vois, genre, c'est con. Moi qui gagne pourtant ma vie en m'exposant sur les réseaux sociaux, et ça, je sais que ça permet à des gens qui auraient peut-être pas eu d'opportunité de gagner autant d'argent, mais en fait, je trouve que ça dépasse presque l'entendement, quoi, tu vois, je sais pas, des centaines de milliers de dollars pour des trucs qui sont pas réels, quoi. C'est vrai que tu as des exemples qui sont fous, genre typiquement le premier tweet qui s'était échangé hyper cher, dont la cote a chuté, en... Ça, c'est un bon exemple, c'est de dire, s'il n'y a pas de valeur dans le produit, il n'y a pas de valeur tout court, tu vois. Et mais pour le coup, combien de NFT œuvres d'art ont pu être concernés par ça? Le premier tweet, effectivement, on aurait pu se dire ça peut être un truc de ouf parce que c'est une pièce d'archive digitale, etc. Pourquoi pas? Finalement, ça tombe en flèche. Ou comme le mec qui avait fait sa fameuse photo tous les jours là, pendant 3 ans et qui l'a vendue en petits pixels, etc. pour refaire une photo. Il s'est changé, je crois que c'était à 60 millions de dollars. 69, ouais. Ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pourquoi ça prend la valeur et pourquoi ça en garde? En fait, c'est 30 ans. C'est 30 ans. C'est des bons exemples. C'est des bons exemples parce qu'ils sont à l'opposé. C'est-à-dire que pour faire un projet NFT qui va être valorisé dans le long terme, c'est-à-dire en fait une œuvre d'art qui est valorisée dans le long terme, tout comme un tableau de maître peut être valorisé dans le long terme, alors que esthétiquement ça perd en pertinence, tu vois. Parce que ça, derrière ce qu'il y a, c'est une logique de collection. C'est quoi qui fait la valeur d'une collection? C'est toi, Thomas, qui collectionne des sneakers? Bien sûr, ouais. Ce qui fait la valeur d'une collection. Moi aussi. Vous tous, mais c'est qui a la plus grosse collection en fait? Voilà. Et je m'adresse un petit peu. Je m'adresse au premier concerné. Ce qui fait la valeur d'une collection, c'est la rareté de la pièce. C'est le contexte historique qui entoure la pièce. C'est l'état de la pièce. Son nombre d'éditions. Donc ça ça rareté. Oui, mais ça peut être un produit proto-sample, comme ça peut être un produit de série. Mais c'est effectivement la crédibilité de ce produit qui va lui donner le code dans le temps et ainsi de suite par rapport au produit. Et c'est aussi l'état global de la collection. Tu vois, si tu as 9 sur 10 d'une collection et que tu as le 10e, le 10e pour toi il a beaucoup plus de valeur parce que ça te complète le truc, tu vois. Donc derrière ce qu'il y a, c'est la logique de collection et c'est ce qui va ou pas renforcer la valorisation d'un NFT. Pour le NFT, il faut aussi que tu aies une façon de garantir que tu vas maintenir sa valeur dans le temps ou encore mieux l'augmenter. Si ça prend part à une logique de collection, ça marche pour ces raisons-là, si ça coche toutes ces cases-là.
si tu as une bonne raison de le proposer en tant qu'NFT dans un premier lieu, là par exemple, le cas de Mike Winkelmann là, dont tu parles, Beeple, son pseudo, tu vois. Ouais. Le cas de Beeple, c'est pour ça que ça s'est vendu aussi cher, notamment c'est parce que lui, pourquoi il le propose en NFT? C'est parce que c'est la nature de son métier. C'est-à-dire que les œuvres d'art qu'il crée pendant toute cette durée-là sont des œuvres par nature virtuelles. Et en plus, ça retrace son parcours. Si tu regardes le côté historique, tu en parlais du côté historique qui entoure la pièce, si tu regardes le côté historique de ce que lui, il a fourni comme travail, c'est son passage du statut d'ingénieur informaticien qui commence avec ses 4D, le logiciel, à je fais des trucs dont je suis fier et dont d'autres gens en sont fiers, tu vois. Et en plus, pendant tout ce temps-là, j'ai construit une big communauté. Donc en fait, lui, le fait que ce soit un NFT, non seulement c'est naturel, mais c'est presque comme si le NFT il avait été fait sur mesure pour ce genre de type, qui s'exprime dans un médium pixel, polygone, voxel, appelle ça comme tu veux, digital, tu vois, impalpable, mais palpable dans le sens où le mec il y passe une nuit tous les jours, tu vois, donc c'est quand même un artisan, voire même à la fin de la procédure c'est devenu un artiste, tu vois, genre il est passé de rien à artisan, artiste, tu vois, et ensuite il condense tout ça dans une œuvre, donc tu achètes l'histoire de sa life, tu achètes l'histoire de l'art digital, et donc c'est assez logique que ça fasse un statement financier. Et en plus, la communauté est telle que là-dedans, tu sais pas qui y a, tu vois, ça fait monter la sauce. Quand tu dis c'est un art conceptuel, c'est comme le mec qui vend sa sculpture invisible. À partir du moment où tu peux monétiser un truc pareil, tout concept peut devenir une œuvre d'art. Donc dans l'idée, pourquoi pas, tu vois, sur ce truc-là. Et donc du coup, l'autre exemple que tu citais, pourquoi ça capote? Parce que c'est claqué. Quelle raison d'en faire un NFT? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire du tweet? Pour le coup, ça peut être considéré comme une archive digitale. D'accord. Elle est encore là, elle est encore physiquement présente. D'accord, donc là, rareté, pourquoi pas? Parce qu'il n'y en a qu'un. Si tu regardes les différents critères dont on parlait, rareté, il n'y en a qu'un. L'état, c'est un capture d'écran qui ne va pas se dégrader. Sauf que capacité de maintenir sa valeur dans le temps ou de gagner en valeur, tout ça, c'est la marketplace qui décide. Et là, la marketplace, si Twitter disparaît demain, ça sera une pièce d'histoire. La preuve, à ce jour, ce qu'on en dit collectivement, c'est que ça vaut 1000 balles et pas je sais pas combien de millions. C'est clair. Et par exemple, j'ai un autre truc dans ce sens-là, où justement là, tu vas vraiment pouvoir m'éclairer. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est pas genre dire c'est de la merde, je veux comprendre, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelques temps, la NBA se dit ok, on va proposer des NFT et on va proposer des séries d'actions de NBA. Ah, les NBA Top Shots. Voilà, donc en gros, c'est des dunks, des shoots, des machins, etc. Quel est l'intérêt d'acheter ce token, qui est une portion d'une vidéo, donc pour la posséder, digitalement, mais la posséder, alors que le truc est visible en permanence sur YouTube. Là, c'est juste le plaisir d'être le propriétaire, en fait, c'est ça, non? C'est l'aspect collection dont on parlait. Ouais, mais En quoi est-ce que c'est plus précieux de l'avoir dans ton portefeuille de NFT que de pouvoir le voir en permanence sur YouTube? Enfin, je veux dire, si ton truc c'est de voir l'action, entre la voir gratuitement sur YouTube en permanence et la posséder contre quelques centaines ou quelques milliers d'euros, en vrai, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça change? Moi, je fais le parallèle avec les cartes NBA et NHL à collectionner. C'est que c'est de la... Mais tu les trouves pas sur un médium en libre service? Non, mais elles sont pas non plus animées. Non. Enfin, tu vois, c'est pour dire ça. que... c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est un bout de carton. En gros, tu peux la photocopier. Tu la photocopies, tu as la même carte. En fait, ce que je dis, c'est que la valeur, elle est pas dans le produit. Elle est dans la rareté artificielle qu'a créée l'entreprise qui vit de ça. Ouais. C'est-à-dire que tu prends les mecs de la draft, tu les fais signer des cartes qui sont avec des niveaux de rareté que tu crées déjà factuellement. Tu mets, il y a une seule brillante, il y a 1%, il y en a 20 qui ont un cadre vert et il y en a 30 qui ont un cadre rouge et le reste c'est gris. Le principe des cartes. Voilà, le principe des cartes. Donc ça, cette rareté-là, elle est physique, ça veut dire que je sais que celle-là, elle est beaucoup plus rare que celle-là. Ce que je sais pas, c'est si le joueur il va faire carrière. Et en fait, ça va se multiplier. La qualité de la carrière du type avec la rareté initiale de la carte fait que c'est cette carte-là qui va prendre en valeur. Ouais, ça, je suis d'accord. Je vois pas la diff avec un NFT NBA Top Shot. Ce que Clem veut dire, c'est qu'à tout moment, tu peux avoir accès à exactement la même chose. Là, on parle pas de photocopie ou de choses comme ça. Ouais, mais c'est pareil que... C'est la propriété. Genre nous, nous c'est ça, c'est juste ça en fait. C'est juste le plaisir d'être propriétaire parce que la vidéo, tu vas aller sur YouTube, tu la trouveras. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, tu l'auras. Il n'y a pas que ça. À partir du moment où tu définis ce que c'est l'authenticité,
regarde-nous. On n'achète pas des fausses. Alors qu'il y en a, c'est les mêmes. Ouais, mais regarde, alors tu vas Parce sur la que c'est chaîne. un truc symboliquement. Tu vas sur Ce la sera chaîne jamais NBA vraiment les mêmes. officielle de YouTube. Dans ta tête, ce c'est sera dur. jamais vraiment Non, la mais même. même techniquement. Bah techniquement, si elle sort de la même usine parce qu'il leur restait 3 bouts de tissu. Bah, on Pour a fait toi, une c'est une émission fausse. là-dessus Ça, et, c'est pas le cas. et il paraît, a priori, c'est ce qui leur sortait, c'est que ça sort jamais vraiment des mêmes usines. Mais tu vois, Bah, si tu vas sur la différent. chaîne NBA YouTube, bah, ça peut être que de l'authentique, parce que ça vient de la NBA, c'est produit par la NBA, au même En plus, titre que c'est le ça, c'est que NFT. c'est backé par les. Ouais, c'est ça. Mais en prenant le NFT, ça te donne quand même un droit de diffusion avec un smart contract et un contrat quota, parce qu'au final, Ouais, tu possèdes l'action, tu possèdes c'est ouf, donc ouais. tu peux le diffuser, tu peux quand même avoir une diffusion autonome sans les problèmes de droit. Parce qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas évoqué, qui va faire le gros nettoyage du NFT, qui va faire la pluie et le beau temps, c'est le juridique. Avec C'est-à-dire que, en StockX et final, Nike. Ouais, par ça c'est exemple. cool, faut qu'on en parle. Et c'est ce qui va faire que d'un coup, des personnes comme Camille vont peut-être s'intéresser un peu plus au NFT. Non mais, parce que c'est une question de canaux. Et à un moment donné, on a tous un lien avec le NFT dans un futur proche. C'est-à-dire qu'il y a forcément avec tes passions, ton mode de vie, ton milieu professionnel, il y a un moment donné, on sera tous confrontés de près ou de loin avec le Web3, soit par les réseaux sociaux, soit par notre job physique. Il y a un moment donné, il y aura des passerelles qui vont se faire. Alors là, effectivement, on parle vraiment un langage qui est un petit peu, peut-être un peu chiant, faut le reconnaître, parce que c'est technique, parce qu'on évoque des trucs de niche, des trucs de kiffeurs, de geeks. Donc c'est le fond du bus que tout le monde critiquait qui passe devant. Donc c'est sûr que ça bouscule l'organisation dans le bus, tu vois, genre c'est normal, tu vois, il y a un moment donné, c'est les cancres qui passent premier élève et élève de référence. Mais quand tout ça va être nettoyé juridiquement, que les mecs vont arrêter de faire des captures d'écran de cause et te les mettre après sur OpenSea en disant voilà, j'ai mis une Jordan 1 Union et à côté j'ai mis cause et ça vaut, je sais pas, 3 Ethereum ou 0,5 d'Ethereum ou de Doge ou tout ce que tu veux, ça c'est n'importe quoi. Puis il y a de l'arnaque en plus. Il y a beaucoup de mecs qui se font avoir sur des fake releases de NFT, qui Ouais, prennent c'est ça, des c'est que wallets. Comme c'est décentralisé, C'est il y a pas décentralisé, d'autorité de régulation. T'arrives là-dedans, t'es vierge, tu vois ce que je veux dire, tu ne connais rien à rien, toi t'es un bisounours, tu dis ouais c'est cool les NFT, vas-y des likes, des pouces. Ouais, en fait, wallet, portefeuille, crypto, aboule tout ça et tu te fais plumer en 2 minutes, t'as rien compris, t'as investi dans des gaspilles, il faut faire très attention, hein, je vous dis, faites attention à NFT, c'est très intéressant, mais en même temps vous pouvez perdre énormément d'argent en secondes. C'est même Bien pas, se renseigner un petit peu, il quoi. faut bien se renseigner, il faut se faire épauler, regarder des YouTube, enfin des tutos et tout, parce que tu peux très vite, rapidement perdre de l'argent sans même avoir compris ce que tu avais fait. C'est ça. Comme le temps passe, on va avancer un petit peu. On parlait tout à l'heure d'artefacts. C'est la refaire. On parlait tout à l'heure d'artefacts. On n'a pas parlé de leur collab avec Nike. C'est même au-delà de ça. hein. Ouais, ils sont Ouais. rachetés. Ouais. C'est Nike. De leur partenariat avec Nike. Allez, les gens qui cassent des trucs derrière. Allez, les bouteilles qui se renversent. Ouais. C'est L'eau pas dans la grave. régie, c'est bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, j'ai envie de parler d'un truc dont personne ne parle concernant Artefact, qui est une dinguerie, et qui est pour moi le truc le plus révolutionnaire, et ça concerne directement la fashion, c'est la révolution en termes de business model. Parce que créer une communauté, ça je pense qu'on a compris, tu vois. Tu as des early adopters et tu les rends riches parce que tu as tenu tes promesses et tout. Et eux, ils ont fait un truc de ouf avec le monolithe. Je sais pas si le monolithe, c'est celui qui a donné lieu à la crypto dunk en fait. Avant qu'il s'ouvre, c'était un cube. Ouais. Les mecs, ils ont droppé ça dans 3 les étapes. wallets. Gratuit. Gratuit, pas d'acte de vente. Ils ont droppé ça dans les wallets de ceux qui possédaient X et Y assets de leur marque, donc de ceux qui étaient déjà des clients. Les CryptoPunks. Ceux qui avaient déjà consommé du artefact. Ouais, ceux qui avaient déjà Qui avaient du consommé artefact. dans leur wallet. Dans leur wallet. pour les qui avait récompenser soit d'avoir, voilà. un Clonex, Pardon, pas un Clonex, pas un soit un crypto. Clonex, soit un excuse-moi, Pod X, ouais. c'est la version immobilier. Ils font aussi des petits. Ils font des intérieurs, parce que ça aussi, c'est pour ça que c'est important de souligner. De ouf. Du coup, pas d'acte de vente, on va dire ça c'est déjà super important, mais c'est pas le plus important. Ça, c'était la manière de récompenser leur premier. En fait, c'est comment eux interagissent avec leur clientèle, c'est que c'est différent du luxe. Le luxe, tu vas faire un produit qui va être difficile à copier, tu vas créer une exclusivité par la rareté, et du coup le prix va être d'autant plus élevé que tu vas appliquer le multiplicateur qui est celui du luxe, et du coup tu vas sélectionner ta clientèle, enfin tu vas vendre au prix qui te fait être en croissance, et tu vas sélectionner ta clientèle comme ça, tu crées l'exclusivité par le produit quelque part. Eux, c'est différent, vu que le produit il est impalpable et qu'on est en 2022, on n'est pas tout à fait prêt, ils créent de la rareté par le portefeuille de la marque. C'est comme si, pour être client Balenciaga, il fallait que tu achètes un portefeuille, que dans le monde... un passeport. Il fallait que tu achètes un passeport et qu'il n'y ait que 20 000 passeports dans le monde. C'est-à-dire que tu vas en boutique, tout est pas cher, ou tout est gratuit, tu peux t'habiller en Balenciaga gratuit. Par contre, le passeport, il coûte 40 000 $. En gros, c'est un peu comme si Artefact avait donné
pour avoir un truc un peu plus factuel, enfin un peu plus classique, on va dire, c'est comme si Artefact avait donné des actions à ses premiers clients. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que c'est comme ça que les créateurs ils font référence, tu vois. Eux, ils mettent en opposition market cap et community market cap. En gros, à quel point ta communauté, au sens large, valorise les produits qui sont en circulation parce que comme c'est de la blockchain, tout est toujours observable. Tu vois. Mais en fait, donc le cube, c'est un truc de ouf parce qu'ils réalisent le cube et en même temps qu'ils le réalisent, ils disent on ne sait pas ce qu'il y a dedans, vous non plus. Et pour le savoir, ce sera un travail de patience et de communauté. Et en fait, là où ça c'est super important, c'est comment une collection de mode, elle se développe dans les maisons de mode et dans les entreprises qui font de la sneakers, c'est le contraire. C'est-à-dire, tu développes un produit, ça te coûte X millions de développer ton produit, ensuite tu le drops, ça marche ou ça marche pas. Tu gambles ce coût de développement, tu vois. Et du coup, ça c'est chiant, surtout dans les maisons de luxe, parce que tu vas gamble ce coup, tu vas faire un putain de défilé, pas de chance, tu t'appelles Nina Ricci, ça va pas se vendre. Ou alors tu vas faire le même investissement, t'as de la chance, tu t'appelles Balenciaga, ça va se vendre quoi qu'il arrive, tu vois, tu mets ça se vend, c'est tranquille. Sauf que ça, pour les gens dont c'est le métier de gérer ces problématiques, c'est une malédiction dans la mode, c'est le coût de développement d'une collection. Tu vois, les mecs, ils aimeraient que ce soit moins cher, tu vois, pour gamble moins en fait. Et pour potentiellement perdre moins, enfin bref, rationaliser le truc. Donc en maison, on te dit, fais moins de proto. Eux, leur rêve, c'est genre, tu fais un dessin, le proto, il est déjà comme ça en boutique, tu vois, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de ressources engagées, etc. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, Artefact avec leur cube. Parce que tu drops un cube qui dit, en fait, on va release dans... Ils disent, je suis même pas sûr qu'ils aient dit la durée, mais ils disent, on va release dans 2 mois à peu près. C'était à peu près synchro dans le temps. À peu près Et ils disent, vous allez découvrir en même temps que nous ce qu'il y a dedans. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant tout ce temps, comme c'est un NFT, il est échangé et il est valorisé. Ça veut dire que chacun se fait un avis sur la capacité de l'entreprise à tenir sa promesse. En gros, si on fait le parallèle avec une maison de mode, chacun détermine à quel niveau il est intéressé par être client de la marque quand ça va sortir. Et eux, ils peuvent d'une part observer cette fluctuation et se dire ouais, notre hype elle est à temps parce que le cube il se revend 19 000 ou elle est là parce que le cube il se revend 3 000, tu vois. Donc ils peuvent l'observer. Ils peuvent observer aussi de manière qualitative ce que les gens en disent de l'extérieur, genre ouais je pense que ça va être ci, je pense que ça va être ça. Donc ils observent ce que la communauté fait comme spéculation. Et ils peuvent, c'est la situation de confort la meilleure pour une maison. C'est genre tu regardes ça et tu te dis je vais me mettre à genre leurs attentes plus 20%. Parce que tu les vois à leurs attentes en fait, tu les observes en temps réel. Et en plus de ça, à mesure que le NFT s'échange, il génère du revenu passif. Donc c'est ouf, parce qu'en fait le NFT, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il rémunère le créateur initial à chaque transaction. Donc c'est pour ça que pour les artistes c'est intéressant, parce qu'ils ne sont pas le dindon de la farce si leur truc monte en cote. Ils restent dans un système de discussion avec l'acteur le plus actuel, tu vois. Dans le sens où ils continuent à être en lien avec l'œuvre. Et c'est pas genre on te l'a acheté 1000 balles dans une brocante et on l'a revendu. Le smart contract. Le smart contract, qui permet cette rémunération. J'aimerais qu'on avance un petit peu et qu'on parle de ce qu'il y a sur la table, parce que c'est Clem qui nous a ramené ça. Tu sais ce que c'est ça? Bah c'est marqué dessus. Oui, non, mais est-ce que tu connais l'histoire derrière la paire? Le designer... non, parce qu'il y a un lien, du coup, avec les NFT. En fait, pourquoi je l'ai ramené, c'est parce qu'en gros, Safa Sain, qui est le designer chaussures de chez Balmain, Ouais. a eu envie de faire le chemin inverse. En gros, toutes les maisons sont en train de faire de la chaussure pour le métaverse. Et lui a voulu faire la chaussure du métaverse pour la réalité, en fait. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'excentricité qu'on peut retrouver sur certaines créations pour le métaverse, parce qu'en gros, tout est permis dans le métaverse. Et en gros, il a voulu vraiment C'est un fer à repasser. le ramener là-dessus. Et je trouve que juste c'est un objet de design assez fou. En termes de chaussures, on aime ou on n'aime pas, on accroche pas. Je pense que c'est même pas ça le souci, c'est vraiment la proposition, quoi. C'est d'être allé à cette proposition, être allé le mettre sur le marché. Et ouais, c'est hyper surprenant en tout cas. Ouais, je connaissais pas le storytelling de ramener un asset virtuel C'est dans ça, sa variante physique. Voilà, Je connaissais pas. c'était ça l'idée. C'est intéressant. Pour le coup, ça n'a pas été fait en NFT. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un NFT qui a été transformé bien en sûr, truc, je comprends tout mais à c'est fait. prendre l'influence, en tout cas le type de design qu'on peut retrouver en général plutôt en NFT dans le métaverse pour le passer dans la réalité. Pour en venir au marché du NFT, c'est quoi la tendance là? Toi, tu es observateur, clairement, enfin, même acteur. Qu'est-ce qui se dégage? Ben, tout le monde en fait parce qu'ils se sentent obligés d'en faire, plus que parce que la technologie permet-elle choses très intéressantes. Tu vois, pour l'instant, on est plus dans un état d'expérimentation avec des applications classiques. Adidas, c'est super classique. Ils ont vendu un NFT qui donne le droit d'aller dans une expérience virtuelle. Et en fait, ils en ont vendu 30 000 et tel jour,
Tu vois, ça c'était le 19 décembre, ils ont mis en vente 30 000 NFT, qui sont 30 000 fois le même, mais qui sont en fait un passeport pour vivre une expérience digitale, premièrement. Et deuxièmement, le 29 avril, je crois, donc quelques mois après, tu avais l'occasion de transformer ton NFT en phase 2, le même mais en phase 2, et ça te donnait le droit du merch physique. Et ça, c'est un peu le cas d'école le plus classique. C'est genre, on va attacher du produit physique au NFT pour que la valeur perçue elle soit plus facilement comprise par les clients, parce que les clients Adidas, c'est des clients physiques, donc il faut aussi qu'ils s'y retrouvent. Si tu dis, ouais, tu vas acheter une paire en 3D qui tourne, ouais, ok, mais si je suis sur Blindax, je vais l'acheter, mais sinon je vais pas l'acheter. Alors que là, si tu te dis, je vais avoir du merch physique qui sera potentiellement valorisé parce qu'en plus il sera rare, donc tu vois, tu peux commencer à avoir une logique comme tu as avec les rafles autres que celle-ci. Et eux, ce que ça leur permet de faire, c'est de localiser dans leur clientèle 30 petits, parce que c'est sûrement des petits, tu vois, 30 petits cool kids qui sont dans cette vibe, avec qui ils peuvent commencer une discussion sur c'est quoi l'avenir de Adidas sur ce sujet, tu vois. Donc c'est généralement comme ça que les marques le font. Le NFT il sert à donner l'accès à une espèce de VIP room à l'intérieur de la clientèle de la marque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce jour, déjà tous les NFT phase 1 n'ont pas été transformés en phase 2, ce qui veut dire que tout le merch n'a pas été demandé, et la fenêtre pour le demander, elle est fermée. Donc ça veut dire que Ce sera pas fait. ce sera pas fait. Sur ces NFT phase 1 qui continuent à exister, ils pourront être convertis en phase 2, mais il n'y aura pas de merch à la clé. Et ils se revendent encore assez cher à ce jour. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il existe une clientèle pour laquelle c'est important de faire partie des 30 000 Adidas Kids méta. Quoi que Adidas décide de faire sur ce sujet. Ils se disent, moi Adidas c'est ma marque, ce budget-là j'accepte de le consacrer pour voir ce que c'est l'avenir de la proposition Adidas en métaverse. Le temps passe, je suis désolé, on ne pourra pas parler de tout ce dont on voulait parler, C'est parce vaste, qu'on doit terminer absolument par la bagarre. C'est vaste. Faut terminer par la bagarre. La bagarre, c'est une édition ici. Alors, on a deux équipes en général. Moi, je propose juste un truc. C'est qu'on switch Thomas et Clems. Parce que là, on a les deux plus gros connaisseurs contre les... On va se faire une bagarre NFT. Non, moi, je suis juste Arrête, amateur. ça va. Ça vous dérange pas? On fait un petit switch? Si tu veux. En route pour la bagarre. La bagarre. Première question. Quel rappeur est un grand collectionneur de NFT avec un portefeuille évalué environ à 17 millions de dollars? Eminem. Ah putain, ça buzz, ah oui, Clems. Je te le pique, je suis obligé, mais ouais, Eminem, ouais. Non, c'est pas Eminem. Ah ouais? Migos. Non, un rappeur. Moi j'ai Drake. Non, pas Drake. Allez, à l'ancienne un peu plus. Snoop. C'est Snoop. Snoop. Ah ouais, mais ouais, on est con. Ouais, c'est Snoop. Ouais, je pense que on a dû le citer en premier parce qu'il a investi des Très terres. chaud. Ah, très Il est chaud. très le très Snoop. chaud. Ah ouais, apparemment. ouais. Et d'ailleurs, sa release de NFT était complètement folle avec une boîte qui s'appelle Cookie à LA pour ceux qui connaissent. Voilà. Je vous invite à aller checker sur les réseaux. Allez voir. Tu veux de pas plus près. préciser? Non. D'accord, les gens, ils vont c'est voir. dommage, Ah ouais, j'aurais les gens, bien aimé. ouais, ouais, non, Très les bien, gens, ils vont allez voir. checker, Allez checker. Allez, deuxième question. Jack Dorsey, fondateur de Twitter, justement, on en parlait tout à l'heure, a vendu son premier tweet en NFT. Le tweet, c'était Just setting up my Twitter. Voilà, je suis en train de faire mes petits réglages. Ouais, c'est machin. Voilà, vous l'aviez. À combien elle l'a vendu? Ça a été dit tout à l'heure. Non, Non, on l'a pas dit. 69 000. non, ça, 69 c'est le millions, truc de c'était l'autre. l'œuvre d'art Moi, je de pense Blip. qu'ils étaient dans les 27 ou 20 millions, 27 millions. Alors, vous savez quoi? Vous allez me donner chacun une réponse le plus proche. Parce qu'on en est, là, je vous le dis, on en est loin. Dis 100 et quelques. Vas-y, on pousse. Sans quoi? Pousse le curseur. 100 millions? 100 millions de dollars? Non, je sais pas, non. Bon, 100 millions de dollars et 27? Non, mais je déconne, Ouais, mais mais. si on est loin, ça veut dire que c'est beaucoup moins. Ouais, pour moi, c'était 5. 12 millions, 12 millions. Entre 1 et 5. Il me faut une réponse là. 12 Parce millions. qu'en plus, ça a été racheté, c'est ça le truc. Le prix de vente, le premier. Lui. Non, Ouais. moi je sais pas, ça je le. 12 connais pas. millions. 12 millions ici et 5. 5. Le point ira là. Ok. C'était 2 millions 9. Ouais, Non, c'est non, entre je un sais. Ce et qui est déjà cinq. beaucoup C'est pour tout un tweet. hein. 2 millions 9 et pas 20. Ce qui est déjà quand même beaucoup pour un tweet. C'est honteux. Non, tu parlais de l'œuvre de, Ouais, de l'œuvre, j'ai mélangé les de Mike Winkelmann, voilà, qui a été vendue, elle, à connais bien. 69 millions de dollars. C'est pas mal. Mais bon, à la rigueur, là, c'est un travail sur 30 ans et tout. Tu dis, bon, Et c'est pas un souvenez-vous- tweet, quoi. Et souvenez-vous, une Jordan 1, ça valait $70, $65 chez Foot Locker en 85. Après, ça valait 200 balles pendant 20 ans. Et là, maintenant, ça vaut entre 8, 10, 15,
selon les états, des Jordan 1. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi garder ça en tête. Et quand on disait que le premier NFT tweet était descendu et qu'il valait que 1000 balles, peut-être qu'il vaut 1000 balles là en 2022, mais rendez-vous peut-être en 2027 et en 2030, on y reviendra. Quand Twitter aura disparu. Et peut-être que Twitter aura disparu. Ou Et là, il va tu vois, reprendre t'en une sais cote rien. de fou. Et là, Peut-être. reprend une cote de fou. Qui aurait cru qu'une Jordan 1 coterait autant en 2022 ? Non. Donc du coup, il faut garder en esprit ça. C'est bizarre ta réponse. Tu dis qui aurait cru? Non. Qui aurait cru Je veux dire personne. Personne. Qui aurait cru que potentiellement une paire de Jordan 1 coûterait les c'est yeux vrai. de la tête en 2022 ? Bon, faut laisser faire le temps. C'est le temps. Allez, on a une Exactement. égalité pour l'instant. Dans quel état des États-Unis achète-t-on le plus d'NFT? Californie. La Californie, évidemment. Bah, il faut blanchir de l'argent. Hein. Ouais, puis ils sont On toujours a un plus peu besoin de chauds. blanchir Oh, aujourd'hui. non, mais attends, ils ont trop de cash. Colorado, c'est pareil. Ah, c'est légal, donc ils ont pas Ouais, besoin de bah, blanchir. exactement. Oh, c'est un gros blanchiment d'argent. Faut le Le dépenser, NFT, c'est un c'est tout. gros blanchiment d'argent. Hein. Faut le savoir quand même. Ça dénonce, hein? Non, ça dénonce pas, c'est une réalité. Ouais. Comme Ça l'art donne contemporain, envie. comme les œuvres d'art contemporain en physique, c'est aussi du blanchiment. Donc c'est exactement la même chose. Bah, qui reviennent à la drogue, hein, ils le faisaient bien aussi. Mais c'est pareil, l'argent de la drogue va dans les NFT. C'est le problème que les États n'aiment pas trop, c'est qu'au final, l'argent un peu sombre peut arriver sur le Web3 et la métaverse, parce que pour l'instant, t'imagines les mecs à Bercy, là, chez nous, le NFT, déjà nous on a un peu de mal, alors imagine le mec qui est en train de plancher à Bercy, il sort des gilets jaunes, tu vois, il en est loin du NFT, il y a peut-être un gars dans le bureau qui dit les gars, il y a un truc qui pue avec les NFT, je vous le dis. 2 en tout cas pour l'équipe du champion, parce que c'est champion en titre. Hein, on va voir, ça va pas. Non, Non. le plus grand titré, pardon. Le plus grand master. titré. Quel développeur de NFT n'existe pas? Ah là, ça elle a buzzé en premier. Ah non! Cunégonde Si, si. Balzac. Cunégonde Balzac n'existe pas. Ça, c'est une vois, question. tu vois, on va voir avec ça sent pas gagner. Tout le monde peut avoir la À réponse. chaque fois, j'ai envie de niquer Clem sur son Ouais, moi propre aussi, truc. j'avoue. C'est la Moi, je question réfléchis trop, qui en me plus. permet de donner un point facile à Merci. l'une des deux équipes. Mais là, elle a été plus vive. Ouais. Moi j'attends de voir le replay. Ah là là, mea culpa, effectivement, Clem avait raison, c'est lui qui a buzzé en premier, mais c'est comme ça, c'est la dure loi de la bagarre. Le point va à l'équipe adverse, même s'il n'est pas mérité. Eh oui, c'est ça, la bagarre. Non, à pas grand chose, mais. Mes ongles ont touché avant tes doigts. À pas grand chose. Elle a des ongles de 3 mètres, c'est vrai. Ouais, oui. On a une égalité, C'est 2-2. parfait. Et ben, je vais vous départager sur celle-ci, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moi qui va buzzer. Quel dessin animé a consacré en décembre 2021 un épisode entier au NFT? Les Simpsons? Non. L'autre, Sous. Ouais. Ça ou pas? South Park. Putain. Ah, c'est gagné pour l'équipe du champion. Bravo, on applaudit le champion s'il vous plaît. On applaudit aussi son acolyte. Un beau On business. applaudit, il applaudit jamais lui les vainqueurs. Si. Ouais. Belle victoire. Non, je réfléchis, je l'ai pas vu le South Park. South Park. Ok, je vais aller checker ça. Un bien bel épisode. Ah. Vous êtes Ouais. passé à ça cette fois-ci. Franchement, vous êtes passé à ça. Mais le champion t'as reste mis le un champion. Ouais, j'ai mis un point. Ouais. J'aurais servi à quelque chose. Hein. C'est bien, Cette non émission. C'est bien. Je suis fier de toi. Petite Merci. fierté. Merci Théo d'être passé nous voir. Évidemment, il y avait encore des tonnes de trucs à c'est raconter. compliqué, c'est compliqué. Mais bon, voilà, tu en restes assis quand même. On va dire au revoir aux gens. On dit au revoir, on est poli. On y va? Allez, c'est parti. À la apéro. semaine prochaine, Allez, 18h hop, hop, jeudi. Apéro, quelle heure il est? Bon, bah, on est bon. Ouais. 10 du mat, c'est bon, on Allez, est bon. c'est bien, ouais. On est bon. Bisous, à la semaine prochaine. Jeudi 18h, évidemment, comme d'hab. Move Radio, Hip Hop Nation.